Alors, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, en ce mercredi. On est déjà mercredi, dis donc. Pour une nouvelle émission de la santé en kit. On peut dire, on est la 10e émission, donc ça se fête. Et justement, aujourd'hui, j'ai des invités exceptionnels, donc ça va être trop cool. Je vais vous présenter les invités. Et juste pour ceux qui nous rejoignent et qui peut-être connaissent pas l'émission, l'idée, c'est de parler ensemble là, pendant une heure et demie, des sujets de santé, mais avec souvent des invités qui sont les premiers concernés. Donc, on reçoit quelquefois des associations. On avait reçu l'association des dévalideuses, dont on a reparlé, l'association Gras Politique. On avait reçu des médecins aussi en milieu carcéral, des sociologues. Et l'idée, c'est un peu de faire dialoguer tout ce monde-là et puis de passer une heure et demie un peu sympathique ensemble. Alors, je remercie Docteur Laptop qui est connecté, qui nous suit depuis longtemps. Merci à ceux qui nous suivent depuis longtemps. L'idée aussi, c'est de faire une mini revue de presse et puis aussi de parler de l'actualité. Qu'est-ce qui se passe en santé actuellement, à part le Covid? Parce que je pense qu'on en parle beaucoup, même si c'est important. Mais il y a d'autres choses. Donc, l'idée, c'est aussi de parler d'autres sujets que du Covid. Et puis aussi de parler de bouquins de sociaux. Et donc, notamment, on va présenter un livre de sociologie de la santé aujourd'hui. Et puis je me suis pas présenté, donc moi c'est Julien, je suis médecin et j'ai pas de conflit d'intérêt, tout ça, tout ça. C'est important de le dire. Mais voilà, assez parlé de moi. Moi, je veux vraiment remercier nos deux invités formidables qu'on reçoit aujourd'hui. Je suis très très content de les recevoir puisqu'il s'agit de deux représentants de l'ANEMF, l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Alors, je vous laisse vous présenter, peut-être Claire, puisque tu es à l'écran. Salut, du coup, moi c'est Claire, je suis chargée de mission projet solidaire à l'ANEMF, donc l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Et du coup, comme son nom l'indique, je m'occupe des projets solidaires de l'ANEMF, Hôpital des Nounours, Filles sans limite, etc. On en parlera plus en détail tout à l'heure peut-être. Clairement, on va en parler plus, et parce que l'idée de cette émission là, c'était de parler de l'ANEMF, mais aussi de l'engagement étudiant en général. Donc c'est très bien que tu sois là. Merci encore d'avoir accepté. Et tu n'es pas toute seule, puisqu'on a la chance d'avoir aussi Kyrian. Alors Kyrian, je te laisse te présenter. Salut à tous, du coup moi c'est Kyrian, du coup je suis VP, vice-président prévention et problématiques sanitaires à ANEMF, donc je m'occupe de divers sujets dont la santé mentale des étudiants en médecine, les violences sexistes et sexuelles, le sport santé, sport sur ordonnance et l'éducation à la sexualité. Et du coup je suis étudiant aussi en 4e année de médecine à Angers. Voilà, parce qu'on va parler de ça, mais vous faites tout ça en plus de vos études de médecine, qui sont voilà, pas une partie de plaisir, on le sait. On va parler notamment de la santé mentale, comme tu l'as abordé, Kyrian, qui est un sujet important sur lequel tu as travaillé avec plein d'autres gens de la NEMF, et qui est un sujet important parce que voilà, il y a fréquemment des suicides d'étudiants, donc c'est assez dramatique. Donc on va reparler voilà, de sujets assez graves et de sujets un peu plus légers quand même. On va pas faire des choses très très graves, mais on va parler notamment de l'hôpital des Nounours avec Claire, que je trouve une initiative formidable, mais on aura le temps d'en reparler après avec vous. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une mini revue de presse. C'est un peu la tradition dans l'émission. J'ai choisi deux articles, ça va aller vite, et puis voilà, n'hésitez pas sur le chat à participer. Je lance le générique pour la revue de presse. Alors, la revue de presse. Alors, pourquoi mon écran est noir déjà? Premier problème. Je vais essayer de trouver. Ah, si, je pense que je sais pourquoi. Bougez pas. Voilà. Il suffisait de cliquer dessus. Donc, la revue de presse. J'ai choisi deux articles pour parler avec vous. Un article qui est assez dramatique. Pour le coup, on va pas commencer par se marrer, puisque c'est un drame. Souvenez-vous, c'était il y a 4 ans, je crois. Je vais essayer de relire. En 2018, donc ouais, c'était il y a bientôt 4 ans. Une jeune femme, Naomi Musanga, qui est triste, enfin qui est décédée parce que elle n'avait pas été prise en charge par le SAMU. Alors l'histoire est un peu compliquée, je caricature, mais peut-être que vous vous en souvenez, ça avait fait un peu la une de la presse à l'époque. Alors bonsoir Éolienne 1965, merci de nous rejoindre, n'hésite pas à participer. Je disais qu'on allait présenter là une revue de presse et sur notamment Naomi Musanga. Donc pour refaire rapidement l'histoire, hein, Naomi Musanga c'était une jeune fille qui avait appelé les secours parce qu'elle avait des douleurs abdominales. Et en fait,
les secours ne sont pas intervenus. Alors voilà, la chaîne de responsabilité est difficile à établir. Toujours est-il que l'enregistrement téléphonique de l'appel au SAMU avait été rendu public. Et on voyait clairement la personne qui recevait cet appel, qui décrédibilisait les plaintes de Naomi Musinga. Enfin, voilà, elle disait « Ah, mais ça va aller mieux ». Enfin, elle se moquait même un peu d'elle au téléphone. C'est un enregistrement qui est très difficile à écouter. Et toujours est-il que elles sont pas intervenues et Naomi Musinga est décédée. Et depuis, il y a l'association, sa famille, qui a fondé une association qui s'appelle Justice pour Naomi et qui essaie de savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire. Et donc, bon voilà, ça faisait un petit peu de temps qu'on n'en parlait plus vraiment. Parce que, oui, j'ai pas dit le détail, certains disent qu'il s'agit d'une illustration du syndrome méditerranéen. Donc le syndrome méditerranéen, c'est la manière dont les soignants, les médecins, les infirmières et infirmiers décrédibilisent quelquefois les plaintes de certains patients, notamment les femmes noires, en disant que ce sont des gens qui se plaignent tout le temps, donc tout ça avec des guillemets, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Et donc voilà, l'association Justice par Naomi, c'était un peu pour aussi dénoncer en fait le racisme institutionnel de la santé en général. Donc voilà, pourquoi on en reparle aujourd'hui? Parce que y a eu quand même une actualité, hein. C'est pour ça que je voulais présenter cet article paru dans Libération par son prénom, c'est Jean-François Gérard. Pourquoi on en reparle? Parce qu'en fait, à l'époque, finalement, il y avait une expertise médicale qui avait conclu à ce que, en gros, Naomi s'était suicidée. Enfin, il disait, ouais, elle a pris trop de paracétamol, c'est un suicide. Dans l'idée de dire, ouais, c'est pas la faute du SAMU, c'est la faute de Naomi qui s'est suicidée. Bon, ce qui est déjà très, très bizarre de dire ça, mais en tout cas, voilà, c'était comme ça que ça s'était passé. Et en fait, il y a une deuxième expertise médicale, et c'est pour ça qu'on en reparle, qui dit qu'en fait, il s'agit, alors, ils disent accident vasculaire cérébral, donc je ne sais pas si Kyrian est clair. Moi, on appelle ça ischémie mésentérique, je pense, mais accident vasculaire cérébral, c'est plus le langage profane pour parler de problèmes abdominal médical, en tout cas assez rare, mais une ischémie en tout cas digestive. Ce qui change un peu, ce qui change pas grand-chose en fait, puisque le SAMU aurait dû de toute façon intervenir. Mais voilà, du coup, en fait, ça fait reparler de l'affaire et ça fait reparler du collectif Justice pour Naomi. Et puis aussi, et puis on va s'arrêter là, mais ça pose la question aussi du conflit d'intérêts des expertises médicales, puisque la première expertise médicale avait été réalisée par un médecin qui était dans le même hôpital que le SAMU. Et donc, voilà, est-ce qu'il a couvert ou pas ses collègues? C'est un peu dur à dire, mais en tout cas, le représentant du Conseil de l'Ordre dit, pardon, voilà, j'essaie de retrouver. Je ne comprends pas très bien que la justice ait nommé un expert qui faisait partie du CHU. Il y a clairement un conflit d'intérêts. Voilà, on peut considérer qu'il pourrait y avoir, il prend des pincettes, mais un conflit d'intérêts. Voilà, du coup, je trouvais cet article intéressant parce que ça résonne aussi avec toute l'affaire pardon, j'ai oublié son nom évidemment. Le combat de Assa Traoré pour son frère, où il y avait aussi des expertises médicales qui à chaque fois changent d'avis, disent ah ben non c'est la faute de la police, il est mort, ah non il est pas mort de ça, bref. Donc voilà, l'expertise médicale est en question en ce moment. Je trouvais ça intéressant de le signaler. Docteur Lactop, tu dis je sais pas pourquoi ça s'appelle syndrome méditerranéen vu que ça concerne surtout les Noirs et les Arabes. Ça je sais pas, en tout cas c'est la manière dont les médecins, dont les soignants appellent, enfin décrédibilisent en tout cas les plaintes. Après c'est pas un vrai syndrome, donc ça, voilà, le nom n'a pas est un peu bizarre, mais voilà pour cet article. Je sais pas si Kyrian ou Claire, si vous voulez intervenir, vraiment n'hésitez pas si j'ai dit des choses sur lesquelles vous voulez réagir. Ben non, mais je trouve ça super intéressant, et en plus on travaille, enfin là on a un co-VP, du coup un co-vice-président à vous qui travaille sur le syndrome méditerranéen. Lui il est en charge du droit humain et de la paix, et ouais. Du coup il travaille énormément sur tout ça. Il y a eu d'autres affaires, notamment avec pareil des urgences qui n'ont pas été chez des populations souvent noires, qui n'ont pas été pris en considération alors que c'était assez grave, et souvent parce que c'était des populations noires, il y avait tendance à décrédibiliser ou au moins à diminuer
la force des symptômes souvent ou des douleurs des patients. Mais du coup, on n'est pas les plus experts de ce sujet-là, mais à la NEMF notamment, on travaille aussi là-dessus avec Marie du coup en VP, mais c'est super intéressant. Bah c'est super, ouais, je savais pas qu'il y avait ce travail-là à la NEMF, mais c'est vachement bien que les étudiants s'emparent de ça, parce que voilà, c'est vrai que voilà, la santé aussi est traversée par des biais racistes, voilà, sexistes, etc. Alex BG demande, est-ce la responsabilité individuelle des régulateurs du SAMU ou est-ce plus global? Bah ça, c'est toute la question, Alex, mais c'est une bonne question. Voilà. En tout cas, le collectif Justice pour Naomi, ils veulent la vérité pour Naomi, donc ils disent que la régulatrice a fait une erreur, voilà, ce qui est peut-être vrai, mais ils dénoncent aussi plus largement le racisme en santé, la manière dont les blancs jugent les plaintes des patients qui ne sont pas comme eux. Enfin voilà, c'est un peu toute l'idée de l'affaire. Voilà, c'est qui est responsable. Et tu as raison, c'est une question. Alors, je pense pas qu'on puisse répondre, mais ça pose beaucoup de questions. Claire, est-ce que tu voulais ajouter un mot? Bah oui, en fait, je trouve que c'est assez intéressant de citer cet article parce que le système de santé est source de beaucoup de discrimination, pas que raciste, mais au niveau du genre, par exemple. En fait, c'est quelque chose qu'il faut mettre en exergue parce qu'on n'en parle pas assez dans nos études et qu'on ne nous forme pas du tout à ce sujet-là. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant que la NEMF s'en saisisse. Et heureusement qu'on a du coup Marik, comme en parlait Kyrian, parce que sinon personne n'en parlerait et ce genre de situation se reproduirait beaucoup trop fréquemment, je pense. Donc j'espère que ça s'améliorera avec le temps, en tout cas. Bah carrément, mais ça sera grâce à vous, enfin grâce aux étudiants et aux étudiantes. Je pense que ça bougera, enfin aussi grâce à vous. Mais on pourra en parler, mais en tout cas, ouais, à l'occasion, c'est Marie, c'est ça que tu as dit, le prénom de la personne qui s'en occupe? C'est Marik. Ah, Marik, pardon, excuse-moi. Marik. Et bah à l'occasion, tu lui diras si il veut intervenir. Moi, je serais très content de discuter avec lui. Donc voilà pour ce premier article. Et le deuxième, bah, on a parlé de racisme, et puis on va parler aussi de validisme. Alors cet article, il est paru dans Néon, il est gratuit hein, en ligne. Et en fait, c'est un article sur le validisme. Donc, on avait reçu dans l'émission il y a quelque temps un collectif qui s'appelle les Dévalideuses, qui sont géniales et qui essaient de porter un message politique sur la manière dont le handicap est un sujet politique, comment les personnes handicapées doivent aussi avoir des droits. Enfin, ça paraît normal, mais malheureusement, ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Et donc voilà, cet article parle notamment de la question de l'allocation adulte handicapé. Donc on en avait déjà parlé, je ne vais pas tout vous refaire, mais si vraiment le sujet vous intéresse, vous pouvez regarder l'émission qu'on avait faite avec Lily, où elle aborde ce sujet. Mais cet article, il est très très bien. Donc ils interviewent Harriet, qui est aussi militante au collectif Les Dévalideuses. Elle est interviewée par, alors j'ai pas le nom du journaliste, si c'est écrit par, il n'y a pas son nom, donc je sais bon, voilà. Mais cet article est très bien, donc c'est sous forme d'interview. Et donc elle explique encore une fois qu'est-ce que c'est le validisme, etc. Et en quoi le combat pour l'allocation adulte handicapé est aussi un sujet politique important, puisque ça touche à l'autonomie des personnes handicapées. Et en fait, si vous voulez, en refusant de permettre aux personnes de toucher direct, en tout cas en soumettant l'allocation adulte handicapé aux revenus du conjoint, on empêche les personnes handicapées d'avoir accès à une forme d'autonomie. Et c'est d'autant plus grave, elle explique, hein, ça c'est le logo des Dévalideuses, il est vachement bien. Et donc c'est d'autant plus grave que les femmes, d'autant plus si elles ont un handicap, sont beaucoup plus victimes de discrimination. Claire, tu en parlais, mais voilà, elles ont et aussi de violences conjugales. Hein, c'est-à-dire que voilà, si vous êtes une femme, vous avez plus de risques d'être victime de violences. Et si vous êtes si vous avez en plus un handicap, vous allez être d'autant plus victime parce que vous allez avoir moins accès à des formes de protection, en tout cas. Notamment parce que l'allocation adulte handicapé, elle dépend des revenus de votre conjoint. Et donc, si vous quittez votre conjoint parce qu'il vous frappe, et ben vous perdez des revenus, vous avez plus rien, quoi. Voilà, donc bon, j'explique très mal et je m'excuse. Mais l'article, vraiment, si vous avez un article à lire, celui-là, il est très très clair. Et elle parle aussi plus globalement du validisme dans la société, comment la société finalement elle est faite pour les gens valides, et elle exclut les personnes qui ont un handicap.
Voilà, c'est vachement bien cet article. Et puis tout ça, c'est grâce aux dévalideuses, donc on leur fait un petit coucou. Voilà, je sais pas si Claire ou Kyrian, le validisme, c'est quelque chose dont on vous parle un peu en... Moi, j'ai pas le souvenir qu'on m'en ait parlé en médecine, mais... Ça va changer, j'espère. Je travaille sur le handicap avec la fédération 100% en dynamique. Et j'ai eu d'ailleurs il n'y a pas longtemps au téléphone une autre association qui s'occupe aussi de l'intégration du handicap au niveau des professionnels de santé. Et donc on espère pouvoir améliorer ça dans les années à venir au niveau étudiant pour que nous ensuite on puisse être de bons professionnels de santé qui puissent prendre en charge ces handicaps qu'on ne connaît pas forcément ou voilà, qu'on n'apprend pas à s'en saisir et à adapter notre façon de soigner. Et donc non, le validisme, c'est quelque chose qu'on n'entend pas vraiment, mais je pense que tout le monde en est plus ou moins conscient en tout cas. Super. Dans les études de santé, le validisme, enfin en tout cas moi pour l'instant dans mon cursus, c'est pas quelque chose dont on parle vraiment. Mais on espère que ça change. Après, ces initiatives de la prévention et des choses comme les dévalideuses, c'est top aussi. Mais d'ailleurs, il y avait si je dis pas de bêtises, il y avait la semaine du handicap la semaine dernière, je crois, 2 semaines. Donc voilà, on espère que ça peut s'améliorer, ça peut que s'améliorer. Bah oui, il y a du boulot et c'est grâce aux associations, comme tu dis, qui se mobilisent, que ce soit la NEMF pour faire émerger ça chez les étudiants, mais aussi voilà, les dévalideuses qui portent un message politique et qui disent voilà, il faut des changements structurels, il faut voilà, redonner du pouvoir, enfin changer les rapports de pouvoir. Enfin voilà, c'était super. Et donc Desperel dit en médecine, on parle malheureusement pas des discriminations, quelles qu'elles soient. Alors, j'espère qu'avec Claire et Kyrian, on va pouvoir montrer que les étudiants, en tout cas, s'y intéressent. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop de cours. Enfin, à mon époque encore, c'était il y a 10 ans, mais on m'en parlait jamais de ça. Mais j'espère que les choses changent, comme tu dis, Claire. On verra. Voilà, alors là on va arrêter la revue de presse et je vous propose que je présente le livre parce que j'avais prévu de présenter un livre, c'est ce que je fais d'habitude dans l'émission, un livre sur la santé et justement là c'est un livre qui parle des étudiants en médecine, c'est un livre de sociologie qui étudie un peu voilà comment se socialisent les étudiants en médecine. Ça durera 10 minutes maximum et après on aura vraiment du temps pour discuter avec nos deux invités parce que vraiment je sais que vous êtes tous là pour eux. Donc voilà, allez, on envoie le jingle pour le livre. Alors le livre, donc il est là-bas, ça s'appelle Boys in White, c'est un vieux livre, hein, ça date des années 60, donc c'est pas un livre tout récent, et c'est un livre américain. Mais si vous voulez, il fallait que j'en parle parce que c'est un peu quand on parle de sociologie de la santé, c'est une des études les plus importantes en tout cas, alors qui est vieille et qui se passe en Amérique. Donc ça veut dire que on peut pas forcément tout extrapoler à la France aux années 2020 forcément. Mais c'est quand même un livre historique, si vous voulez, quand vous parlez avec des sociologues de la santé, ils vous disent ah Boys in White, voilà, il faut le lire. Donc voilà, je l'ai lu. Et surtout que les auteurs, en fait, donc il y a Howard Baker, il y a Strauss, qui sont des grands sociologues, enfin, qui ont vraiment fondé la discipline, en tout cas la sociologie américaine. Donc voilà, c'est un livre un peu totem, enfin, tu vois, un livre un peu sacré en sociologie de la santé. Voilà, tout le monde vous dit qu'il faut le lire. Alors de quoi ça parle? C'est en fait les résultats d'une étude qu'ils ont menée aux États-Unis. Au Kansas, en fait, une zone un peu rurale du Kansas, sur une fac de médecine. Et ils sont arrivés comme ça avec plusieurs chercheuses et chercheurs à suivre les étudiants en médecine pendant près d'1 an et demi, pendant tout leur cours. Enfin, c'était vraiment, c'est une ethnographie, c'est-à-dire qu'ils passaient tout leur temps avec ces étudiants-là. Et donc du coup, ils vivent vraiment comme des étudiants. C'est vraiment, on sent qu'ils ont passé du temps avec les étudiants. Tu vois, c'est pas des gens, c'est pas des journalistes. C'est pas que je décrédibilise les journalistes, mais les journalistes, ils ont forcément des fois pas le temps de passer beaucoup de temps avec les étudiants. Là, c'est des sociologues, ils ont passé genre 1 an et demi à côtoyer les étudiants, à prendre des notes, à faire des entretiens. Donc c'est une étude massive sur le plan méthodologique. C'est énorme. Et donc ils expliquent un peu, voilà, comment les étudiants vont évoluer au niveau de leur perception, de leur perspective sur la santé. Et bon, je vais pas vous spoiler le livre, mais en gros, il montre que les étudiants, en fait, ils arrivent en médecine avec beaucoup de
d'idéalisme, c'est le mot qui est employé, une perspective très idéaliste sur la médecine, c'est-à-dire je vais sauver des vies, etc., ce qui est, on peut le comprendre, hein, c'est toute l'image qu'on a. Et au fur et à mesure de leur parcours à la fac, il va y avoir un peu de... C'est pas qu'ils perdent cet idéalisme-là, c'est qu'ils vont devoir se plier aux exigences de la faculté. Et donc, du coup, ils vont se concentrer sur leurs cours. Et du coup, leur idéalisme, il va être mis un peu de côté. C'est ce que dit le livre, en tout cas. Hein, encore une fois, aux États-Unis dans les années 60. Hein, c'est pas pareil en France. Et donc, ce livre est intéressant parce qu'il montre que voilà, sous la pression de la fac, des examens, les étudiants perdent un peu, voilà, ont un peu moins cet idéalisme-là, mais que finalement, et c'est la conclusion du livre, ils vont retrouver un idéalisme un peu plus pragmatique, un idéalisme comment dire, plus informé des réalités de la médecine. C'est-à-dire qu'à la fin de la fac, ils ont toujours des idéaux qui sont un peu comme ceux du début, mais qui sont plus en phase avec la réalité du métier de médecin. Donc voilà, ce livre est vachement bien. Donc là, je vous le fais en résumé, mais il y a plein d'autres choses. Hein. Dans ce livre, il parle du soutien entre étudiants qui est très fort. Hein. Il y a vraiment, ils disent que les étudiants sont vraiment un groupe très soudé et qui s'entraident. Voilà, ce qui va un peu contre l'idée qu'on a, en tout cas en France, de cette idée que tous les étudiants se tirent dessus, etc. Eux, c'est pas ce qu'ils ont observé. Encore une fois, c'était aux États-Unis et c'est pas la même époque. Mais voilà, ce livre, il y a plein de choses très intéressantes dans ce livre. Par contre, est-ce que je vous conseille de le lire? Franchement, pas vraiment, parce que ça a vieilli. Du coup, c'est 400 pages, faut se les farcir, et c'est pas écrit d'une manière très facile à lire. Et je pense qu'il faudrait que quelqu'un le résume. En plus, c'était en anglais. Moi, je crois pas qu'il soit sorti en français. Donc, c'est vraiment, je vous conseille vraiment pas de le lire si vous voulez découvrir la sociologie. Moi, c'est assez aride en fait comme texte, même si le sujet est passionnant. C'est vraiment assez lourd à lire, c'est super long et il va beaucoup dans la méthodologie, c'est-à-dire qu'il vous fait des pages et des pages de méthodo et bien sûr que c'est important, hein, c'est un travail scientifique, mais à lire, c'est vraiment relou. Donc voilà, c'est un livre classique, c'est un classique, mais clairement, je peux pas vous conseiller de le lire. Il y a plein d'autres livres, je pense, qui sont plus accessibles et plus intéressants et plus rapides à lire sur ce sujet-là. Voilà, j'en finis. Il y a quelqu'un qui demande, Dr. Latop, la version pas d'argent magique de l'idéalisme. Alors, dans le livre, il parle pas beaucoup de l'argent. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il étudie pourquoi les étudiants, quelle spécialité ils choisissent et finalement, quels critères vont intervenir dans ces choix. Et la question de l'argent, forcément, elle intervient. Hein. Les gens, ils veulent gagner leur vie. Mais c'est pas du tout la première. La première des raisons, en tout cas qu'ils ont étudié eux, c'était ce qu'ils appellent l'attrait intellectuel, c'est-à-dire le fait que les étudiants veulent faire une spécialité qui les stimule intellectuellement et pas vraiment l'argent. L'argent, il vient un peu après. Donc là, il y a plein de trucs, hein. Il y a des questionnaires, il y a beaucoup de choses à tirer de ce livre-là. Mais voilà, l'argent, effectivement, c'est une motivation, mais c'est loin d'être la seule. Et avant de finir, juste un truc qui m'a marqué dans le livre, et on va en reparler avec vous, Kyrian et Claire, c'est les sociologues disent dans ce livre que ce qui les a surpris, c'est quand ils allaient voir les étudiants, ils leur demandaient, mais voilà, qu'est-ce qui vous angoisse, quelle est pour vous la difficulté majeure dans vos études actuellement? Et bien bizarrement, les étudiants ne parlaient pas du tout de la mort, le fait d'être exposé à la mort, le fait d'être exposé à la maladie. C'est pas du tout quelque chose qui sortait quand ils demandaient aux étudiants, voilà, qu'est-ce qui vous stresse. La première chose qui sortait, c'était les examens. Alors, ils parlent pas de harcèlement, parce que le mot n'est pas prononcé tel quel, mais ils disent la pression que nous mettent les supérieurs, les supérieurs hiérarchiques. Et c'est tout ça, en fait, qui les angoisse et qui les faisait stresser à l'époque, et pas du tout comme on pourrait le croire, le fait que voilà, tu as peur de faire une erreur, tu as peur de faire ta première ponction lombaire ou je ne sais quoi. C'était vraiment, par exemple, les cadavres. Les étudiants, ça les gêne pas du tout. Il y a pas comme on lit des fois dans la presse, on dit ah là là, c'est un moment très spécial pour les étudiants, ils découvrent la mort. En fait, les étudiants, pour eux, c'est normal parce que ça fait partie de leur cours. Et c'est pas du tout ça qui les stresse et qui les angoisse, c'est plutôt les conditions de travail en fait et le stress qui est mis sur leurs examens.
Voilà, j'en finis pour le livre, donc comme vous avez compris, je vous le conseille pas de le lire, mais bon, il fallait quand même qu'on en parle parce que c'était un livre important. Et puis voilà, maintenant on va parler plutôt avec vous deux, mais on va un peu parler de tous ces sujets-là. Hop, je vous retrouve, attendez, hop. Voilà, hop, non, je vais me mettre comme ça. Voilà, donc on a parlé de beaucoup de choses, et maintenant on va avoir un peu l'occasion de parler avec vous. Juste un petit message pour les gens sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est juste pour vous dire que le sujet aujourd'hui, ce sera plutôt l'engagement des étudiants, c'est-à-dire qu'est-ce que font les étudiants en médecine, à part évidemment réviser leurs cours et travailler à l'hôpital. Hein, quelles ressources ils mobilisent, quelles associations ils fréquentent. Ben là, on a l'ANEMF, mais quelles actions ils font. Donc c'est ça, on va parler de santé mentale, de violence sexuelle, puisque c'est les études qu'ont fait l'ANEMF, et puisque Kyrian et Claire, bah, c'est leur spécialité, enfin en tout cas c'est ça que vous faites. Et on va pas, je pense qu'on va pas parler aujourd'hui de toute la question des réformes des études médicales, parce que honnêtement j'ai pas révisé et j'ai pas des questions très pertinentes à vous poser. Puis Kyrian et Claire, je pense que il y a d'autres personnes qui sont sur ces sujets-là. Et on va pas parler non plus de la question de la coercition, des aires médicales dont on a beaucoup parlé, parce que je pense qu'on pourrait l'aborder dans une autre émission, mais peut-être pas aujourd'hui, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps sinon de parler des autres sujets. Alors juste, Docteur Laptop, tu dis clairement les cadavres au labo, l'anatomie, ça m'avait rien fait. Effectivement, j'avais eu une collègue qui a du mal. Ouais, bah après, ça dépend de chacun, comme tu dis. Et puis l'étude là dans Boys in White, c'est aux États-Unis, c'est un autre contexte. Et puis c'était les années 50. Je pense qu'il faudrait refaire peut-être une étude comme ça aujourd'hui. Et il se trouve, on peut peut-être commencer par ça, Kyrian, puisqu'on parlait de santé mentale. Vous avez fait une étude récemment sur la santé mentale des étudiants. Alors on va peut-être commencer par ça, si tu es d'accord. Tu peux nous en parler un petit peu ? Pas de souci. Oui, totalement. Et non, c'est intéressant. Ce qui était fait aussi, ce qui était dit sur la vision des cadavres et ce qui était plus compliqué à vivre, c'était peut-être un peu les conditions. Mais du coup, si je dois parler de l'étude, du coup là, il y a un mois, on a sorti l'enquête santé mentale jeunes médecins 2021. Et du coup, en fait, on avait fait une étude déjà en 2017. Voilà, vous pouvez l'apercevoir à l'écran. Cette étude, elle vient d'où ? En fait, elle vient déjà d'une étude d'une enquête qu'on avait fait en 2017 pour savoir un peu comment ça se passait chez les étudiants en médecine. Donc, étudiants en médecine, on comprend les étudiants de la deuxième année, donc qui ont passé la première année de concours, jusqu'aux internes. En 2017, on avait déjà des chiffres, on voyait que c'était assez alarmant et que ça se passait quand même pas très bien, avec notamment des symptômes dépressifs assez élevés, des syndromes anxieux assez élevés, et des idées suicidaires. Et puis là, du coup, 4 ans après, en 2021, on s'était dit, c'est le moment de faire le point, voir si les recommandations un peu qui avaient été prônées par du coup les syndicats et l'ANEMF en 2017, est-ce qu'ils ont pu être appliqués, est-ce que ça améliorait les choses. Et puis c'était aussi la situation de la crise Covid, donc on s'en doutait pas améliorer les choses, mais voir où est-ce qu'on en était aujourd'hui. Donc du coup, cette enquête, elle est sortie il y a un mois. Donc vous voyez, il y a 11 754 réponses. Là, vous avez le descriptif avec du coup des étudiants de la deuxième et troisième année, des étudiants externes, donc c'est de la quatrième à la sixième année qui sont eux à temps partiel en stage à l'hôpital et puis qui doivent travailler leurs cours pour réussir l'examen classant national où ils vont pouvoir choisir un peu leur future vie de médecin, leur spécialité et leur ville. Et puis des internes du coup qui ont répondu à cette enquête. Et du coup les chiffres qu'on peut voir là qui sont quand même assez alarmants, ou quand on peut faire un comparatif avec l'enquête de 2017 sur deux catégories principalement. Sur les symptômes anxieux, du coup on avait utilisé une échelle, là vous voyez le seuil HAD supérieur à 7. Donc en 2017 on avait 62%, et cette année, on a retrouvé 75% du coup de symptômes anxieux. Quand on prend un seuil HAD à 10, en fait, pourquoi on a pris 2 seuils, c'est quand on prend un seuil HAD à 10, on peut vraiment affirmer la présence des symptômes anxieux. Alors quand on prend un seuil supérieur à 7, on ne peut pas exactement l'affirmer. Donc on retrouve quand même plus de la moitié d'étudiants dont on peut affirmer la présence de symptômes anxieux. Donc ça pose la question quand même de la place de l'anxiété dans les études de médecine. Pour les symptômes dépressifs, on est à 18%, et quand on compare avec 2017, on a augmenté presque de 12 points, du coup en passant de 27 à 39%. Et puis sur la dernière année, quand on prend sur les 12 derniers mois les épisodes dépressifs caractérisés, on voit qu'un quart des étudiants en ont quand même fait un. Et pour ce qui est des idées suicidaires, du coup on a fait qu'une comparaison au nouveau seuil à 10, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer avec le chiffre
de 2017, mais on retrouve quand même presque un étudiant sur 5, 19% des étudiants qui ont eu des idées suicidaires dans la dernière année. Donc bien sûr, c'est des chiffres qui sont quand même assez alarmants, je pense qu'on est d'accord pour le dire. Et suite à ça, du coup, on a pu voir aussi quels étaient les facteurs qui pouvaient impacter et qui pouvaient engendrer du coup plus d'épisodes dépressifs caractérisés, quels étaient les facteurs un peu favorisants. C'est ce qui est juste en dessous d'ailleurs. Parfait, la transition est parfaite. Et ce qu'on a pu montrer, notamment, c'était que le temps de travail, on sait que c'est un gros sujet chez les internes, le temps de travail hebdomadaire qui est légalement limité à 48 heures par semaine, souvent, en tant qu'interne, nous on ne l'est pas encore, mais du coup, tu as dû le vivre toi, mais c'est souvent bien plus que 48 heures, et du coup là on a montré que plus de la moitié des internes en fait faisaient plus de 50 heures de travail par semaine, et que ça augmentait en fait les probabilités de faire un épisode dépressif caractérisé. Ça marche aussi pour les externes, où du coup on est à temps partiel, mais du coup quand on fait plus de 20 heures semaine, on a montré qu'il y avait une augmentation des risques de faire des épisodes dépressifs caractérisés. Et puis on s'est attardé dans cette enquête sur des nouvelles choses qu'on n'avait pas fait en 2017, notamment sur les agissements qui peuvent se passer en stage. Notamment les actes d'humiliation, de harcèlement et d'agression sexuelle. Donc on en parlait de ce qui pouvait se passer dans les stages par les supérieurs hiérarchiques notamment. Et donc ces trois situations, en fait, on voit que ça augmente bien sûr, ça gâche la qualité de vie des étudiants en santé et leur santé mentale, et donc il y a une augmentation des chances et des probabilités de faire des épisodes dépressifs caractérisés. Et puis, la dernière chose qu'on avait voulu montrer aussi, c'était sur la précarité des étudiants en médecine, parce que, au final, on devient salarié hospitalier quand on est externe, du coup, à partir de la 4e année, avec un revenu qui est quand même assez faible. On est à 260 euros bruts, donc ça fait un peu moins de 210 euros net par mois pour vivre. Donc la précarité qui a été ressentie importante et même moins importante, elle augmentait les chances de faire un épisode dépressif caractérisé. Et le seul facteur favorisant qu'on avait trouvé, c'était le fait d'être en couple, qui du coup diminuait les chances de faire cet épisode dépressif caractérisé. Exactement, Dr Lateup nous dit être en couple est un facteur protecteur. Malheureusement, du coup, va falloir trouver quelqu'un rapidement. Non, mais du coup, c'était un facteur qui était favorisant. Écoute, c'est incroyable que vous avez fait cette étude, parce que c'est une grosse étude avec énormément de réponses. Tu disais 11 000, c'est quand même assez énorme. Et moi, les résultats qui m'a... Pardon, vas-y. Non, du coup, c'était pour ça, ça fait à peu près 15% en fait de tous les étudiants qui auraient pu être sondés, donc ça fait quand même une part assez importante. Mais vas-y, je te laisse continuer. Non, mais c'est incroyable que vous ayez eu autant de résultats. Et moi, le truc qui m'a marqué dans cette étude, en plus de comme tu dis, les idées suicidaires avec... alors, c'est pas juste des idées, on doit rappeler quand même qu'il y a fréquemment... en tout cas, il y en a trop d'étudiants qui se suicident chaque année. Alors, j'ai plus les chiffres. J'avais lu 10 par an, si je ne m'abuse. Ouais, chez les internes, en fait, juste si on prend les internes, c'est souvent moins de 10 par an se suicident. Ouais, c'est assez... Et encore, c'est ceux qui sont connus, qui sont vraiment affiliés par rapport aux études de médecine, etc. On ne sait pas tout ce qui peut se passer à côté, et ça peut être des facteurs qui, avec d'autres choses aussi, entraînent des idées noires. Clairement, donc il y a des vraies conséquences dramatiques, quoi. Et ce que j'ai aimé aussi dans cette étude, et bizarrement, je trouve que c'est pas bizarre, mais c'est assez significatif. On n'en a pas trop parlé en tout cas si tu veux, il y a eu beaucoup d'articles de presse en fait qui ont relayé votre étude, que ce soit le quotidien du médecin, que ce soit des articles aussi nationaux. Je crois qu'il y avait eu Le Monde qui avait fait un article sur votre étude. Oui. Et on voyait pas trop ce chiffre-là, et je trouve que c'est assez significatif. Les auteurs de violences, et aussi vous l'avez montré dans l'étude, dans l'autre étude, on va en parler après, mais les auteurs sont avant tout d'autres médecins, des supérieurs hiérarchiques. Ça pose question quand même. C'est ça, c'est ce qu'on montre aussi du coup dans l'autre enquête sur les violences sexistes et sexuelles. C'est là 60% des médecins diplômés du coup qui sont les auteurs. Donc peu importe que ce soit les encadrants en stage, les chefs de service, les professeurs, les praticiens hospitaliers. Et du coup, ça pose cette question de comment la formation au final. Et en fait, on se rend compte aussi qu'un des lieux en fait favoris pour
toutes ces agressions ou ces agissements, c'est le stage et c'est l'hôpital. Et c'est vrai que c'est une place un peu aussi où on est un peu caché, on est un peu entre nous, et c'est à se poser des questions sur du coup non, ça se passe pas toujours bien, et là on le voit avec ces chiffres notamment, et comment on peut améliorer ça, parce que voilà, 76% à l'hôpital. Au final, on pourrait se dire, ouais, c'est en soirée, quand il y a de l'alcool, il se passe plein de choses, mais dans beaucoup de cas, en fait, c'est notre propre hôpital et notre propre profession, presque, j'ai envie de dire, du coup, qui commet ces choses-là. Donc c'est dommageable, mais... Et du coup, on va peut-être embrayer sur votre deuxième étude, parce que je trouve qu'elle est ainsi très intéressante. Et après, on parlera, pour pas laisser les gens qui nous regardent un peu déprimés, la question de qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que fait la NEMF pour ça. Mais avant tout, voilà, on passe sur la deuxième étude que vous aviez faite, qui est aussi pas très vieille, mars 2021, sur les violences sexistes et sexuelles. Alors celle-là, Kyrian, si je m'abuse, toi, t'étais pas encore dans l'équipe, si? Non, ouais, du coup, nous, on a pris le poste en juillet, donc je n'étais pas encore dans l'équipe quand on est sorti. Mais je l'ai déjà regardé. Qui me charge du dossier de reconduite. Je l'ai déjà regardé, donc là aussi, bon, il y a eu beaucoup de réponses, mais on va passer sur la méthodologie. Là aussi, c'était une enquête par Internet, et il y a eu beaucoup de réponses, mais je veux juste passer sur les résultats et qu'on les discute avec vous, et puis avec Claire aussi, toi. Donc déjà, on voit que sur les lieux de stage, c'est un peu ce que tu disais, il y avait beaucoup de remarques sexistes. Donc bon, vous avez décomposé femmes-hommes, mais bon, évidemment, malheureusement, c'est les femmes qui sont les premières sujettes à ce genre de remarques sexistes. Voilà. Après, vous avez mis pas mal de petits verbatim d'étudiants qui expliquent, de témoignages. Du coup, ça m'a fait penser au livre Omerta Omerta à l'hôpital. Je ne sais pas si vous l'avez lu, ce livre de... Tu l'as? Tu l'as à côté de toi, c'est ton livre de chevet en fait. Il est juste là. Voilà. Il est derrière moi, mais il est là. Eh ben écoute, c'est marrant parce qu'on de Valérie Ostrander, on l'avait présenté ce livre avec un représentant de l'ISNI. Voilà, et on avait parlé de ce livre que je trouve un peu difficile à lire là aussi. C'est pas très drôle à lire. Il y a des trucs assez dramatiques. Le harcèlement, voilà, donc ça c'était les chiffres que je présente rapidement. Donc 38,4% des femmes étudiantes en médecine disent avoir été victimes de harcèlement. Et puis on va finir juste sur ce chiffre-là. C'est un peu pareil. Qui sont les harceleurs? Qui est une vraie question. Qui harcèle? On voit que la partie noire, c'est les médecins, PUPH, CCA, etc. Les parties grises, c'est les internes. Et là, c'est chef de service. Paramède ici, co-externe, et puis autres ici. Mais on voit que dans la grande majorité des cas, plus de 50%, c'est des collègues, des confrères. Donc voilà, ça pose quand même la question, et j'ai trouvé votre étude incroyable d'avoir mis ça en évidence, quoi. Merci beaucoup, mais c'était un peu du coup l'objectif de l'étude, c'est que je pense qu'on avait tous entendu des histoires en disant qu'il se passait ça dans tel ou tel service, ou qu'il y avait tel médecin qui faisait ça, mais en fait on n'avait pas réellement de chiffres, et du coup on pouvait pas le prouver, et on n'avait rien pour dire il se passe ça et maintenant faut agir. On pouvait toujours se dire, et c'était un peu cette omerta du coup qui existait et que le livre traduit, c'est qu'on peut toujours se dire oui, mais il y a ça, mais on n'a rien de concret, on n'a pas de témoignage, on n'a pas de chiffres, donc peut-être qu'au fait soit c'est de l'humour, ou c'est quelque chose qui se passe, mais parce que les personnes ils aiment pas ce médecin-là parce que il fait telle pratique, etc. Mais c'est pas son vrai comportement. Et là, du coup, cette étude, elle était là pour avoir des chiffres et montrer qu'il se passe réellement des choses dans notre hôpital, et qu'il se passe des choses auprès des étudiants, et que c'est pas sorti de nulle part. Je suis désolé, il y a un petit bug. J'espère que ça va pas se reproduire. Je suis vraiment désolé, mais j'ai eu un problème de surchauffe, pour rien vous cacher. Mon ordi a surchauffé, mais je vais essayer de... J'ai ouvert la fenêtre du coup pour essayer qu'il fasse moins chaud. Est-ce que vous êtes toujours là? Docteur Laptop, donc tu nous disais une remarque qui est tout à fait exacte, c'est les hommes devraient fermer leur gueule. Non, c'est vrai qu'on parle beaucoup et on n'a pas eu l'occasion d'entendre Claire. Et pendant que vous étiez pas là, parce qu'elle va revenir, Claire, elle est allée chercher un chargeur, elle expliquait que je vais pas parler à sa place, mais que
C'était surtout Kyrian qui avait travaillé sur le sujet, donc c'est pour ça que c'est lui qui travaillait. Mais elle va vous parler dès qu'elle revient. Bon voilà, en tout cas, Kyrian, cette étude, voilà, elle est formidable. Alors on peut peut-être parler en attendant que Claire revienne. Claire est là, je crois. C'est juste que la caméra marche pas, mais je crois que Claire est là. Ah oui. Alors attends, je t'entendais pas, Claire. Pourquoi Ah oui. Là, tu m'entends? Oui, Parce que je crois que tu me vois pas. Ouais, je te vois pas. Bah écoute, on t'entend, c'est le principal. Bon, bah écoutez, c'est pas J'essaie de grave, réparer pendant que vous tu verrez. parles. J'essaie de réparer pendant que tu parles. C'est pas grave, de toute façon, faut m'écouter, pas me regarder. J'étais tout à fait de l'avis de Kyrian. C'est vrai que c'est plus lui qui parle, même si c'est un homme, etc. Parce que c'est plus son domaine, en fait. C'est plus le sujet qu'il traite le plus par rapport à moi. Donc forcément, il est plus pertinent dans ses commentaires. Mais en tant que femme, on va dire que j'ai quand même mon avis là-dessus, puisque cette étude, c'était important de la faire. Ah, je crois que vous me revoyez. Cette étude, elle a été pertinente pour avoir des vraies traces en fait de ce qui se passait réellement, parce que ce genre d'exemple qu'on a pu voir dans cette enquête, c'est des choses que personnellement moi j'ai déjà pu vivre là où j'étais en stage, et c'est sûr que faire remonter tout ça, ça nous donnera plus de poids ensuite pour essayer de faire changer les choses, fermer des terrains de stage qui sont problématiques, peu importe le problème, hein. Disons que cette enquête, elle était vraiment pertinente et c'est bien. Voilà, c'était le petit mot. Merci de ton témoignage. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, Claire ou Kyrian, je ne sais pas qui veut répondre, si on est étudiante ou étudiant et qu'on est victime de harcèlement ou d'agression ou parfois même de viol, hein, vous en parlez dans le sujet, dans votre étude. Je pense que ça dépend tout à fait du type d'agression et de la personne qui le ressent. Qu'il s'agisse d'une blague un peu misogyne, moi personnellement, je réponds par le même type de blague envers la personne, et ça détend tout en rappelant que c'est pas correct ce genre de blague. Il y a certains clichés de spécialistes, typiquement les chiro-orthos, qui ont tendance à faire beaucoup de blagues de ce genre. Moi, j'hésite pas à les remettre en place. Et puis après, quand ça devient beaucoup plus problématique, il faut directement en parler, je pense, aux personnes compétentes et qui s'occupent d'organiser les stages, etc. Il y a l'outil Gélule qui existe, qui a été mis en place. Je ne sais pas si c'est vraiment partout, mais en tout cas, il y a une bonne majorité de villes qui l'ont, et ça permet de remonter les problèmes, de noter les terrains de stage, en fait. Et quand on peut noter les terrains de stage, on peut les évaluer sur ce qui était bien et ce qui n'était pas bien, et potentiellement, s'il est trop mal noté, le fermer. Alors, il y a ces gélules, mais il faut s'inscrire, donc du coup, on voit rien, ouais. C'est ça. Faut un code d'accès. En fait, c'est mis en place par certaines facultés, celles qui le veulent et qui ont accepté Gélule. Et en fait, c'est un site d'évaluation des stages. Et du coup, ça permet de faire des remarques sur les stages. Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que l'équipe, il y a une bonne humeur dans l'équipe? Est-ce qu'on apprend des choses? Est-ce que la charge de travail est importante? Est-ce que les horaires sont respectés? Des choses comme ça. Et puis il y a surtout un bouton qui nous est primordial quand on parle des sujets de harcèlement ou des choses comme ça. C'est un bouton où c'est déclarer un événement indésirable. Et du coup, c'est anonyme. En fait, c'est les élus étudiants qui gèrent la plateforme Gélule, donc eux qui peuvent avoir les noms, c'est une inscription. Et du coup, on peut laisser des commentaires anonymes pour dire, par exemple, déclarer un événement indésirable en disant, voilà, j'ai vécu telle chose en stage, il s'est passé ça ou il s'est passé ça. Et derrière, en fait, les élus, du coup, c'est grâce à ce témoignage, ils peuvent faire remonter des choses auprès de la fac en disant, vous voyez, dans tel service, je vais prendre la néphrologie, du coup, tel service de néphrologie, il s'est passé, il y a un praticien qui a harcelé une personne, il y a eu un premier témoignage, et puis vous voyez, 3-4 semaines après, il y a un autre étudiant qui fait le même genre de témoignage, donc c'est pas isolé, c'est quelque chose qui se passe, il faut agir. Et en fait, en ayant ces témoignages, nous derrière, nous, pas directement, c'est surtout les élus directement dans leur fac, qui peuvent remonter les choses auprès des doyens, essayer de trouver des solutions, que le doyen en parle à la personne, qu'on puisse aussi mettre en sécurité ces étudiants, si par exemple ils sont harcelés dans leur stage, qu'on puisse les retirer de ce stage, les passer dans notre stage, et puis si après on peut réussir à voir quel praticien le fait, et si on peut fermer les terrains de stage si vraiment ça se passe pas bien, ou après c'est des sanctions plus graves en fonction de ce qui s'est passé, avoir directement des sanctions soit sur le praticien, soit sur le service, ou des choses comme ça. Donc signaler, c'est super important pour pouvoir réussir à faire remonter les informations et garantir l'anonymat. Également, c'est une chose très importante parce que une des choses
qui se passe en médecine, c'est qu'on a peur aussi de témoigner parce qu'il y a tout ce climat, cette hiérarchie dans le monde hospitalier où on se dit que si on dénonce quelqu'un, pour notre carrière, ça peut avoir un impact parce que derrière, c'est ceux qui évaluent nos stages parfois, c'est les futurs médecins avec qui on va travailler. Quand on est interne, c'est peut-être nos chefs actuellement ou ceux qui vont nous évaluer, qui vont valider nos stages. Donc ça peut être très impactant. Donc c'est pour ça que l'anonymat c'est important, mais faut aussi, nous on fait en sorte de se dire que dénoncer quelqu'un, ça va jamais détruire une carrière. Il y a plein d'autres moyens de faire une carrière, que ce soit autre part en fonction des spécialités ou des choses comme ça, et que le coupable, c'est pas la victime qui devrait avoir des soucis pour sa carrière, ce serait plus du coup l'agresseur ou le coupable qui devrait avoir des répercussions. Alors justement, dans l'étude, vous aviez ce passage, alors c'est l'étude sur les violences sexuelles et sexistes que vous aviez publiée. Il y avait cette question, pourquoi les victimes ne signalent-elles pas? Et une des premières réponses, c'était, alors c'est assez dramatique, c'était je pense que ça ne sert à rien. Alors est-ce que les victimes ont raison de penser ça ou pas? Je pense qu'elles ont un peu raison personnellement, vu que des fois, on a vu là récemment l'affaire Émile Dareil, je pense qu'on doit en parler, hein, c'est ce gynécologue qui visiblement est accusé, on va dire, d'avoir violé des patientes. Voilà, il y a certains étudiantes aussi qui ont témoigné. Voilà. Et effectivement, ça a mis du temps avant que Émile Dareil soit soit déchargé de ses responsabilités à l'hôpital. Et voilà, juste pour voir parmi les autres réponses, je n'avais pas envie, je ne savais pas à qui m'adresser. Et j'avais peur des retombées, c'est ce que tu disais, Kyrian. Mais ça aussi, c'est un gros travail qu'on fait, c'est vers qui s'adresser, ou est-ce qu'il y a des choses qui existent, et quand les choses existent, qu'elles soient communiquées, parce que une cellule d'accompagnement qui existe mais que personne ne connaît, c'est une cellule d'accompagnement qui accompagne personne et qui ne sert pas à grand-chose. Donc là aussi, on essaye de faire en sorte d'avoir ces cellules et ces personnes qui peuvent les accompagner et que ça soit connu. Mais oui, malheureusement, il y a trop peu de sanctions encore qui sont réalisées, donc beaucoup de personnes pensent, et je pense on est d'accord, à raison, que ça sert pas à grand chose, mais ça sert toujours à quelque chose, parce que quand on a un signalement ou plusieurs signalants, au final on peut faire des choses. Mais aujourd'hui il y a encore trop peu de sanctions, donc c'est aussi pour ça que nous on milite pour qu'il y ait plus de sanctions contre les agresseurs ou les coupables. Oui, voilà, c'est ce que dit DPRL. Le problème, c'est que les sanctions envers ces responsables sont exceptionnelles. Ça avance. Alors Claire, peut-être une réaction, puis après on parlera un peu plus avec toi sur ton sujet d'expertise, c'est-à-dire l'engagement étudiant, mais je pense que c'est bien d'avoir aussi ton expertise, parce que c'est toi la première victime, entre guillemets. Je trouve que ces évaluations comme ça, Kyrian il dit que c'est bien pour faire des sanctions, mais en fait moi ce que je trouve primordial, c'est que ça puisse fermer des terrains de stage et mettre les victimes en sécurité. C'est important que ça se reproduise pas si ça s'est déjà reproduit. Après, moi je parle très personnellement en tant que potentielle victime, c'est que au pire c'est trop tard, mais qu'il faut jamais que ça se reproduise, peu importe l'échelle de l'agression, que ce soit une main aux fesses ou plus ou moins. Et c'est vrai qu'en tant que fille, moi j'y suis plus souvent confrontée, et c'est vrai qu'en tant que victime, si on ne sait pas qu'on peut s'exprimer, on ne le fait pas, et forcément ça n'a pas de retour, et voilà. Et je sais qu'il y a des facs où ça a vraiment marché, d'autres où ça n'a pas encore été mis en place, mais ça risque de s'améliorer. Mais c'est vrai que ouais, il faut qu'on s'implique tous encore et que ça progresse en fait. Voilà. Très bien. Alors du coup, pour juste finir sur ce sujet, finir, parce qu'il y aurait de quoi y passer des heures, hein, mais vous aviez, je crois, à la fin, une série de petits conseils une série de petits conseils sur les victimes. J'essaie de retrouver. En tout cas, vous disiez qu'il y avait Ouais, vas-y. On a fait pas mal de propositions sur ce qui pouvait être mis en place, que nous, on essaye de mettre en place. Donc, déjà, tout d'abord, ça passe par la formation, la sensibilisation, parce que quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'une violence sexiste et sexuelle, il ne va pas savoir que c'en est une, ou il va pas se dire que c'est quelque chose qui n'est pas forcément normal, ce qui se passe. Et puis, les coupables, les agresseurs, il faut aussi qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font. Donc, quand on ne sait pas ce qu'on fait ou à quel niveau d'acte et de gravité c'est, et peut-être qu'on le fait aussi, entre guillemets, inconsciemment.
Donc le but, c'est d'avoir une prise de conscience des deux côtés. Et puis après, il y a toutes les propositions qu'on a fait. Nous, c'est de former nos étudiants. On a envie aussi de former tous les encadrants qui sont en stage. Donc ça, c'est pas nous qui allons le faire. C'est des choses qui sont demandées aux UFR, donc dans les facultés, et qui sont demandées aussi aux directeurs généraux de CHU, aux présidents de CME, du coup de comité médical d'établissement, afin qu'ils puissent former du coup les gens qui vont encadrer les étudiants aux violences sexistes et sexuelles. Et puis on peut penser, quand on pense à l'enquête santé mentale, aux risques psychosociaux aussi, pour que toutes les personnes qui vont recevoir des étudiants sachent ce qu'on peut pas faire, ce qui est pas tolérable, et puis ce qu'on imagine. Après, il y a toute la catégorie aussi des sanctions, parce que du coup, quand il se passe quelque chose, on veut qu'il y ait des sanctions qui soient faites, que ça soit en fermant les terrains de stage, en posant, ça peut être des sanctions ordinales aussi, un blâme, jusqu'à une radiation quand il y a des faits graves qui sont avérés. Et puis sinon, retirer du coup l'agrément, le terrain de stage pour les personnes. Puis nous, on fait pas mal de sensibilisation. Et aussi, et voilà, on va pas s'étarder non plus, mais si vous voulez lire l'enquête, n'hésitez pas, il y a plein de propositions, et si vous avez posé des questions, on y répondra avec plaisir. Eh ben super, alors on va finir avec le chat avant de passer avec Claire, plus spécialement sur j'allais dire ton job, mais t'en as beaucoup, ton aire d'expertise, c'est-à-dire l'engagement étudiant. D'Espérel, tu dis il faudrait aussi lutter contre la culture carabine, avec des guillemets, bizutage, changer de culture, retirer les fresques sexistes. Alors d'ailleurs, en ce moment, il y a une pétition qui circule pour retirer une fresque, j'ai oublié l'hôpital, je ne sais pas si tu te souviens, Kyrian ou Claire. C'est Angers, non? Je sais plus. Angers, c'est chez moi du coup, mais je crois pas que ce soit d'Angers. Je sais pas exactement. J'ai pas vu la pétition. J'ai vu, il y avait un influenceur aussi, Vite Carabin, qui avait fait ses BD sur ça. Mais oui, il y a plein de choses sur la culture carabine. En fait, foncièrement, c'est pas la culture la culture carabine. Si on peut se dire qu'il y a 50-60 ans, c'est des choses qui sont plus du tout tolérables aujourd'hui, mais en fait c'est surtout, il n'y a aucune chose qui peut être excusée par le fait que ce soit de la culture carabine. On peut pas dire que une agression, une remarque sexiste, sexuelle, un viol, c'était pour rigoler, ou c'est parce que c'est dans la culture carabine. Ça a jamais été dans la culture carabine d'agresser quelqu'un, et on peut pas s'en cacher derrière. Il y a des choses à faire évoluer, hein, du coup, sur cette culture carabine, peut-être le côté du sexisme qui était très présent, parce que voilà, on a un monde médical aussi qui évolue, qui était très, très dominé par les hommes, et qui maintenant devient majoritairement féminin, et avec une société qui évolue énormément. Donc c'est intéressant qu'elle évolue aussi, cette culture. Voilà, donc c'était le CHU de Toulouse, et donc ils font passer une pétition, je l'ai montré, mais j'ai pas envie qu'on regarde la fresque, parce qu'en plus Twitch, ils sont pas très open sur les questions de, de sexualité et tout ça, mais c'est à Toulouse, et donc il y a une pétition qui circule pour la recouvrir, cette fresque. Voilà pour la question de la santé mentale et du sexisme. Voilà, encore une fois, je suis désolé, je sais que on pourrait faire des heures là-dessus, mais n'hésitez pas, voilà, à voir ce que fait la NEMF là-dessus. Donc il y a leur site internet, il y a leur Facebook, et puis il y a leurs études, les 2 études à lire. Et donc encore merci Kyrian et toute ton équipe d'avoir fait ce gros travail d'études, de sondage, et pour mettre ces sujets-là en lumière. Alors, on passe un peu avec Claire. Claire, on va parler d'un autre sujet, mais qui est un peu lié finalement. Claire, c'est la question de l'engagement des étudiants, c'est-à-dire que qu'est-ce que font les étudiants, à part faire des fresques pas très jolies, qu'est-ce que proposent les étudiants comme activité. Donc toi, tu vas parler au sein de la NEMF. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu qu'est-ce que tu fais au sein de la NEMF et tes différentes responsabilités? Alors, au sein de la NEMF, moi, je suis chargée de mission projet solidaire, donc typiquement de l'engagement, en fait. Les projets solidaires, c'est des projets... tout est dans le nom, en fait. C'est des gens qui vont s'investir dans ce genre de projet pour la solidarité, qui peut être étudiante, ou... En fait, le public, qui peut être très vaste. Et donc, les étudiants en médecine, quand ils font leurs études de médecine, souvent, quand on quitte le lycée, on est très idéaliste, on a envie de sauver le monde, etc., et c'est vrai que nos études, elles cassent un petit peu des fois tout ça avec le bachotage. T'en parlais justement dans le livre qui traitait de ça aux États-Unis.
C'est ça. Et en fait, c'est un peu le cas en France aussi sur ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans l'associatif, que ce soit dans les bureaux associatifs comme nous, on est au bureau de l'ANEMF actuellement, ou même juste participer aux événements. Et donc, tout en fait est engagement. En réalité, ça peut passer de récolter des fonds pour une association, de nous-mêmes nous former à des sujets qui sont pas qui sont pas évoqués dans nos études. Ça peut être plein de choses. Il y a le projet d'éducation à la sexualité, par exemple, qu'on fait avec Kyrian, qui est un projet qui a été créé du coup par l'IFMSA et qui a été repris par énormément de pays, y compris la NEMF. Et donc, ce projet a pour vocation de faire de l'éducation pour les collégiens et les lycéens au niveau sexualité, parce que c'est pas un thème qui est abordé. Et ça, par exemple, c'est typiquement un engagement qu'on fait en plus de nos études, en fait. Et ça, c'est repris par les associations locales. C'est pas l'ANEMF qui l'organise en tant que tel, c'est des associations locales qui choisissent de s'en saisir si c'est quelque chose qu'ils veulent mettre en place. Donc c'est typiquement sur la base du volontariat, contrairement au service sanitaire, par exemple, qui a été mis en place tout récemment pour les étudiants en santé. Donc je sais pas si c'est un peu plus clair ce que c'est que l'engagement étudiant, mais voilà, c'est à peu près ça. L'engagement, ça recouvre beaucoup de choses, comme tu dis. Ouais, coupe le micro parce qu'on m'entend. Pardon. Ouais, désolé. Ça regroupe beaucoup de choses. Et peut-être qu'on peut voir ensemble ces activités que les étudiants font, parce que comme tu dis, et effectivement dans le livre il parle de ça, il y a cet idéalisme, cette envie chez les étudiants de faire des choses, enfin d'avoir un rôle social, d'essayer de combattre les inégalités, d'être utile à la société. Et il y avait notamment, peut-être on peut commencer par ça, l'hôpital des nounours, parce que j'adore cette idée. Tu peux en parler un petit peu? Alors c'est un projet qui a été repris quasiment dans toutes les facs de la métropole, si je tenais toutes il me semble, mais je mettrai pas ma main à couper, qui a été un petit peu annulé à cause du Covid parce que c'est un contexte sanitaire compliqué, mais qui reprend du poil de la bête cette année, qui consiste à recréer un hôpital dans un local, typiquement une location d'une salle de sport, d'un gymnase ou même au sein de la faculté selon les modalités possibles pour les facultés d'accueil. Et ça permet d'accueillir des enfants, donc des écoles surtout maternelles, grande section CP à peu près pour la majorité des cas, et de leur présenter l'hôpital. Donc du coup, il y a un petit stand avec... alors, ça dépend des facs, c'est très fac dépendant puisque c'est un projet local, mais il y a les nounoursologues qui vont faire le diagnostic du doudou, ensuite il y a les radiologues qui vont faire passer des radios au doudou, les chirurgiens, et souvent, c'est un projet où les autres filières sont présentes. Donc, il y a les pharma, les kinés, les sages-femmes. En fait, ça dépend vraiment du lieu où c'est organisé et de comment ça peut se faire. Mais le but, c'est de présenter à l'enfant l'hôpital afin d'éviter toutes les dérives que ça peut avoir après. Souvent, oui, voilà, on le voit sur la photo, on peut les habiller aussi en tenue de chirurgien pour qu'ils soient plus près. Et ça, c'est chouette parce que du coup, ça a un réel impact sur les enfants. Ensuite, on a beaucoup de retours des professeurs et même des parents. On reçoit des mails, soit au local, soit même directement à l'adresse de l'ANEMF sur l'impact que ça a, en fait. Et c'est vrai que ça a un résultat assez intéressant puisque tous les enfants ensuite repartent contents et souvent, ils sont rassurés parce que l'effet blouse blanche, il existe dès le plus jeune âge, en fait. Donc l'effet blouse blanche, c'est la peur qu'on a des hôpitaux. Et donc effectivement, hop, je vais couper ton micro. Voilà, c'est la peur voilà, d'aller à l'hôpital. Et pour des enfants, alors déjà, nous, adultes, on est terrorisés par l'hôpital. Enfin, des fois, ça arrive. Et donc, on imagine que pour les enfants aussi, des fois, c'est difficile, surtout s'ils ont une maladie chronique. Et donc, voilà, je montre les photos. D'ailleurs, je n'avais pas vu qu'il y avait la peluche dans le camion des pompiers. C'est des photos de l'Est républicain, voilà, qui avait fait de Frank Akmoun, qui avait fait voilà, plein de photos, et je trouve ça vachement bien. Alors donc ce projet, c'est pas le seul. Claire, de quel autre projet tu voulais parler? Alors du coup, il y a aussi un autre projet qui est très réalisé dans toutes les facultés de France. C'est le défi sans limite, sans le sang. C'est un très beau jeu de mots pour encourager à faire des dons du sang et pas que pour pouvoir sensibiliser aux autres dons,
parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément. Et ensuite, en tant que professionnel de santé, on va devoir nous le transmettre. Donc, autant se former nous-mêmes maintenant pour pouvoir ensuite faire la promotion des autres, de tous ces dons à nos futurs patients. Et donc, en fait, il s'agit d'un concours qui est organisé du coup nationalement. Chaque ville participe et organise ses propres dons. Ça permet aussi de faciliter l'accès aux dons, puisque souvent les EFS se déplacent dans les locaux de la faculté, organisent plusieurs espaces pour qu'on puisse faire des dons. Et ainsi, ça permet de récolter beaucoup plus de dons que si tout le monde devait se déplacer à l'EFS. Donc forcément, le fait de rapprocher tout ce qu'il faut pour donner, et ben, ça entraîne plus de dons que si on avait dit aux étudiants de se déplacer. Parce que la flemme, on connaît. Et donc, ça permet de faire cette promotion. Toutes les filières, là encore, sont invitées. Donc, les pharma, kinés, sages-femmes, dentaires et les soins infirmiers. Je crois que j'ai oublié personne. Et tout cela donne. Et ensuite, on fait un total de quelle ville donne le plus, en fonction du nombre d'étudiants, évidemment. Et il y a une récompense un lot qu'on offre aux gagnants, tout ça dans le but de fédérer un peu tout ça. Et l'impact, outre l'aspect récréatif de savoir qu'on peut gagner quelque chose en donnant son sang, c'est de sensibiliser au don du sang et aux autres dons. Par exemple, le don de moelle osseuse, c'est plus du tout la même chose qu'avant. Comment on s'inscrit sur la liste, tout ça, ça a changé et on n'est pas forcément formé dessus. Les profs l'abordent pas forcément et donc nous, quand on va devoir en parler à nos patients, ça sera compliqué si on leur dit qu'il faut encore faire des biopsies pour s'inscrire, alors que en fait pas du tout. Maintenant, il suffit de faire un test salivaire et ensuite potentiellement parfois un prélèvement sanguin, et que même le don de moelle osseuse, ensuite la plupart du temps, 75% du temps, se fait uniquement par prélèvement sanguin, de donner des cellules, des cellules sanguines. Au final, tout ça fait que comme on n'est pas formé dessus, si nous on ne se forme pas dès maintenant sur ce thème, personne ne le fera à notre place. C'est un beau projet. Alors du coup, je suis allé voir sur le FS, pour donner sa moelle, il faut avoir entre 18 et 35 ans. Donc là, je prends un coup de vieux, puisque moi, je je pourrais bientôt plus. Mais ils disent qu'on peut, on peut donner jusqu'à 60 ans. Lors de l'inscription, il faut que je m'inscrive alors. Bon, passer un entretien, voilà. Et donc c'est vrai que le don de moelle, on n'en parle pas trop. Et tu me disais que vous avez un contact avec l'association Laurette Fugain. C'est ça? C'est ça, c'est une association qui nous a aidé à créer qui est partenaire du défi et qui est invitée du coup sur les événements locaux au bon vouloir des étudiants et qu'on va essayer d'inviter sur nos congrès si les dates correspondent. Ça permettrait de faire de la sensibilisation au plus grand nombre et ça permettrait, ils peuvent parfois venir avec des kits salivaires. Ils prennent un peu de salive et ils l'envoient en labo et ça permet de nous inscrire sur la liste avec du coup l'entretien médical, mais qui se fait en même temps. Et du coup, ils ont pas mal d'actions. C'est vrai qu'ils sont très impliqués. Ils récoltent des fonds aussi et des subventions qui leur permettent d'apporter leur aide aux enfants atteints de leucémie, etc. Et donc, c'est un super partenariat avec qui on peut faire énormément de choses et qui sont très, très impliqués là-dedans et qui gagnent à être connus, en tout cas. Écoute, c'est une très très belle action. Et puis du coup, moi l'idée, c'est vrai de parler de tout ça, parce qu'il y en a plein d'autres d'actions, peut-être qu'on va en reparler avec toi. Mais c'était de montrer que, puisqu'on parlait de la motivation, l'idéalisme des étudiants initialement, quand ils arrivent en fac de médecine, c'était de montrer que voilà, c'est pas que de l'idéalisme, il y a aussi des actions que vous faites. Et donc, c'est important de le montrer, de montrer que vous luttez aussi voilà, pour des causes, en fait, pour des valeurs. Donc, et c'est ça que je voulais dire, malgré tout la charge de travail, puisqu'on a parlé avant de santé mentale, malgré tout le contexte qui est pas favorable à ça, hein, avec les examens, les tonnes et tonnes de cours à apprendre, il y a quand même des choses qui se font et je trouve que c'est un beau voilà, il faut le signaler. Docteur Laptop, lui, il veut faire la révolution à coup de mème. Ah oui, tu peux faire. Moi, j'adore. Tu peux faire, tu peux faire la révolution à coup de mème. Alors voilà, Claire. Est-ce que on peut peut-être parler aussi des tutorats, parce que ça, c'est un bon exemple de coopération, de solidarité entre étudiants. Tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est qu'un tutorat? Alors, un tutorat, c'est sûr que là, c'est plus tout à fait le même contexte, puisque là, depuis tout à l'heure, je parlais de solidarité un peu pour tous les autres. Là, c'est de la solidarité inter-étudiants. On peut parler, par exemple, du tutorat des études de l'entrée dans les études de santé,
où des tuteurs, donc des étudiants qui ont passé le concours, se chargent de préparer ça dépend, c'est très local dépendant encore, mais des cahiers d'exercice ou des séances de révision ou des ED de préparation, etc. Des supports de cours, potentiellement énormément de choses sur la base du bénévolat pour les étudiants qui rentrent en études de santé et qui veulent du coup passer ce concours, donc toutes filières confondues. Et du coup, il y a le tutorat d'entrée dans les études de santé, il peut se faire avec toutes les autres filières. Et puis après, il y a des tutorats qui se mettent de plus en plus en place, à cause des réformes peut-être un petit peu, mais pour les études supérieures, etc. Et puis même pour articuler toutes les réformes qui se passent toutes les années entre elles. Des fois, il n'y a pas toujours beaucoup de cohérence, donc souvent ça se fédère autour du fait que les études sont pas hyper faciles et qu'on peut nous s'entraider parce qu'on a tous créé par exemple des fiches et qu'on peut se transmettre d'année en année et améliorer d'année en année. Et donc c'est très très bien organisé généralement ce genre de tutorat pour que tout le monde puisse s'en sortir au mieux dans ses études. Puis ça peut passer par les supports de cours, mais nous à Nantes on a aussi le tutorat bien-être où on met des activités en place pour détendre les étudiants, etc. Parce que la solidarité c'est pas juste les études en fait, même si on est tous réunis autour de ça. Kyrian, si tu veux t'exprimer là-dessus. Non, mais c'est ça qui est super fédérateur et qui est super chez les étudiants en santé. On va pas prendre que les étudiants en médecine parce que du coup les tutorats souvent c'est pour les différentes filières de santé et ça se voit dans presque aucune autre filière, des tutorats qui sont vraiment structurés, presque professionnalisés, et pour reprendre des mots de doyen qui sont parfois plus efficaces que les scolarités elles-mêmes, parce qu'elles arrivent à donner des cours, à transmettre, à avoir une communication efficace, à transmettre des polycopiés, des cours en papier, à faire des actions. On en parlait aussi de bien-être parce qu'on sait que du coup la première année c'est pas l'année la plus facile à vivre parce que souvent il y a le concours, même avec la réforme là il y a toujours souvent ce concours ou en tout cas cette lutte parce que tout le monde ne peut pas rentrer en deuxième année d'études de médecine. Et du coup, à faire des choses sur le bien-être, sur l'orientation, la réorientation, sur informer sur les différentes filières, parce qu'on arrive en première année, mais au final, souvent, il y a 4, 5, 6 choix de filières différentes, et qu'on les connaît pas forcément toutes, alors qu'elles ont toutes des choses différentes à apporter et qui peuvent correspondre à plein de personnes. Et les tutorats, du coup, c'est des actions bénévoles, de l'engagement étudiant, et qui est très très bien structuré sur, en plus, une belle philosophie de transmettre des choses que nous on a pu recevoir, de rendre un peu ce qui a pu nous être apporté en transmettant nos savoirs et ce qu'on peut aider pour que les autres étudiants réussissent. Eh ben écoute, non, c'est une belle motivation. Docteur Laptop dit la PACES, c'est comme se faire écraser par 2 TGV. Alors, hein, oui, c'est vrai que c'est un moment assez violent dans la vie des étudiants. Alors, on arrive là à 15 minutes de la fin. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord de voir avec vous, est-ce qu'on aurait oublié un sujet, Claire ou Kyrian. Et puis, n'hésitez pas là pendant ce temps sur le chat à continuer à poser vos questions. Voilà, je ne sais pas si Claire, on avait fait le tour un peu. Alors, je pense qu'on n'aura jamais fait le tour parce que en termes d'engagement étudiant, on en a tous plus ou moins fait et à plus ou moins grande échelle. Si on reprend l'hôpital des Nounours, l'engagement il est différent pour ceux qui le créent de ceux qui veulent simplement être bénévoles et y participer. En fait, je sais pas le nombre d'associations d'étudiants en médecine qui se créent partout pour de la solidarité. On peut parler de tout petits engagements comme simplement récolter des fonds pour une association. Il suffit parfois de pas grand-chose à part faire juste un stand en disant bah voilà, si vous voulez donner, vous pouvez. Ça marche très bien. Il y a énormément d'étudiants qui s'investissent pour soutenir les campagnes de santé publique comme Octobre Rose ou Movember. Il y a énormément de gens d'étudiants en médecine qui font ça. Et en termes d'engagement, on n'aura jamais fini d'en parler. Hein. Et pour tous ceux, l'engagement en médecine et dans les études de santé, il est assez fort. Une des choses qui permet de le faire aussi, c'est qu'on a des études qui sont assez longues et du coup qui permettent de créer des envies entre guillemets, parce que on arrive souvent en deuxième année, on découvre un peu l'associatif, l'engagement qui est possible. En troisième année, on peut s'investir pleinement dedans, et en quatrième année, parfois encore à plus grande échelle. Là où parfois les licences, on fait sa première année, on arrive un peu dans le flou, et puis en troisième année, on est vite parti, il faut qu'on travaille à fond pour avoir nos masters, etc. Et du coup, on est parti faire un master à l'autre bout de la France. Alors que nous, c'est vrai que ça prolonge sur plusieurs années, donc c'est ça où on a l'avantage dans nos filières de santé de pouvoir créer des choses, et où on fait pas mal de choses par rapport à d'autres filières.
Mais déjà, s'il y a des personnes qui nous écoutent jamais et qui sont pas engagées, ben engagez-vous parce que de un, ça apporte beaucoup de choses. Et puis remercier toutes les personnes qui s'engagent pour faire avancer, soit pour faire de la solidarité, pour faire avancer les choses, pour représenter les étudiants parce que bah c'est essentiel et on en a tous besoin. Et puis il y a plein d'autres engagements. Il y a de la solidarité, il y a nous ce qu'on peut faire à la NEMF, mais il y a toutes les personnes qui, dans chaque association, dans chaque fac de France, il y a des associations d'étudiants en médecine avec plein de choses différentes, que ce soit pour faire de la culture, du sport, pour motiver les gens sur du bien-être, sur de l'environnement, faire des projets qui sont plus éco-responsables, faire des petites actions au quotidien ou des choses comme ça, sur de la communication, sur faire voyager les étudiants. Il y a des personnes, comme au bureau national de la NEMF d'ailleurs, il y a des personnes qui sont dédiées à faire voyager les étudiants à travers le monde ou à travers la France. Et c'est formidable du coup. Et il y a plein d'engagements différents. Il y a aussi les étudiants qui ne sont pas dans les associations étudiantes, mais qui sont ce qu'on appelle les élus, donc qui sont les représentants étudiants des promotions ou de la faculté ou de l'université, et qui pareil sont importants pour les décisions qui sont un peu plus politiques ou administratives de la vie pour faire avancer les choses, et puis parfois représenter les étudiants dans des commissions ou des choses comme ça. C'est hyper varié, mais il y a plein de choses, et c'est génial que les étudiants puissent le faire, et j'espère que ça perdurera longtemps parce qu'il y en a besoin, et on ne se rend pas forcément compte de tout ce que les étudiants font. Et parfois, heureusement qu'ils sont là pour faire avancer des choses, parce que sans eux, il y aurait pas grand chose. C'est pas pour nous jeter des fleurs à nous, hein, parce que voilà, nous on fait ce qu'on a à faire entre guillemets. Mais si on peut tous les étudiants qui sont engagés en France, ça ferait un sacré nombre et qui sont vraiment nécessaires. Eh ben, c'est un beau, une belle conclusion. Docteur Laptop dit aussi faire grève. Alors, tu peux lancer des mouvements de grève, Docteur Laptop, si tu veux. Et Chiara Bretel dit l'assaut c'est beau. Mais ouais, clairement, l'association c'est la solidarité aussi. C'est un mouvement collectif et je trouve que c'est important dans cette période, surtout Covid, où on manque un peu d'esprit collectif parce qu'on est tous un peu isolés. Voilà, c'est bien que vous soyez là. Alors, en attendant un peu les questions, là, il nous reste 10 minutes. Moi, j'ai une question un peu personnelle, on va dire. C'est qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous engager dans la NEMF? Quel est dans votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené là? Est-ce qu'avant, vous aviez d'autres assos? Peut-être Claire d'abord, est-ce que tu peux nous raconter? Moi, c'est assez particulier parce que, bon, généralement, Kyrian a un parcours qui est un peu plus classique, on va dire. C'est que je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Et j'ai décidé de postuler à la NEMF, alors que c'est un bureau national, sans avoir jamais fait d'asso auparavant, aucune corpo, aucune asso locale. Enfin, j'y avais participé pour certains événements, mais j'avais jamais fait partie d'un bureau. Et vraiment, je ne pourrais pas expliquer ce qui s'est passé dans la tête à ce moment-là. Parce qu'en plus, comme dit Kyrian, ils ont été élus en juillet, mais moi, je suis arrivée en août. Ça n'a absolument aucune cohérence. Mais c'est à refaire, je le referai 100 fois parce que j'ai appris tellement de choses. Et alors, pour le coup, qu'est-ce qui m'a donné envie de le faire? Franchement, c'est un coup de tête, mais aucun regret parce qu'on apprend beaucoup. Et pas que sur mes sujets, en l'occurrence, moi j'ai appris énormément de choses sur l'asso en général, sur comment travailler en équipe et sur tous les thèmes de tous les autres projets, de tous les autres postes en fait. Donc voilà, c'est hyper intéressant de faire ce genre de choses pour apprendre, pour aider et puis pour apprendre en fait. Ça nous apporte aussi beaucoup, ça serait égoïste et mentir que de dire que ça ne nous apporte rien et qu'on est uniquement bénévole. Très bien. Et toi, Kyrian, alors, quelle est ton expérience, ton parcours? Mais du coup, oui, moi vais dire un peu plus classique entre guillemets pour les personnes qui ont dit on monte au bureau national. Moi, quand je suis arrivé en deuxième année, du coup, j'ai fait le tutorat, donc j'étais tuteur, donc je donnais des cours aux premières années. J'étais chef de matière, donc je gérais aussi une matière de cours pour le tutorat. Et puis j'ai pu faire quelques actions dans la corporation, donc l'asso d'étudiants de médecine d'Angers, parce que moi je suis à Angers, en donnant des coups de main, par exemple sur le défi sans limite là dont on a parlé, où j'étais bénévole pour accueillir les gens qui venaient donner leur sang, pour désinstaller. J'étais aussi chargé de mission pour tout ce qui était l'événementiel et l'animation. Donc quand il y avait les soirées étudiantes à organiser, j'étais derrière le bar, j'étais derrière le bar ou à préparer la soirée ou à nettoyer la soirée le soir, après la soirée.
J'ai fait plusieurs choses comme ça aussi de culture et sport. Et puis du coup, pendant ma 3e année, j'ai décidé de postuler, de candidater au poste de président du coup de la corporation, donc de l'association. Et j'ai été élu et j'ai fait du coup un an de mandat en tant que président de l'association l'année dernière. Et du coup, à la fin de ce mandat, un peu en juillet, mais c'était venu un peu avant, c'était cette envie plus de m'attarder sur de m'attarder sur des sujets de santé, de prévention, de santé publique un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce poste-là et ces sujets. Et du coup, j'ai été élu en juillet du coup à un congrès. Donc on a des congrès à la NEMF, plusieurs congrès par an où du coup les étudiants un peu de partout en France, en tout cas les représentants dans les associations de partout de France viennent. Et du coup là c'était aux journées d'été de la NEMF à Saint-Étienne où du coup j'ai candidaté et j'ai été élu à ce poste-là. Et pourquoi le faire ? Pourquoi le faire ? Parce que ça apporte quand même pas mal de choses. Au final, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on commence à faire de l'assaut, on n'arrive pas à en sortir. Ça nous apporte très peu de choses financièrement, mais même rien du tout. Mais derrière, c'est vrai que c'est super riche de faire des rencontres. C'est vrai que grâce à l'ANEMF, grâce à l'ADEMA, donc mon asso local, j'ai pu voyager un peu partout en France, rencontrer des étudiants de médecine de partout en France, se dire que en fait, on fait les mêmes études, mais il y a plein de spécificités un peu différentes, et de voir comment chacun vit dans sa ville, de se faire un réseau qui est assez incroyable. Et puis souvent les gens sont motivés, les gens sont bienveillants dans l'associatif, pas tout le temps, mais beaucoup, et du coup c'est assez formidable. Et puis on apprend sur soi-même, je pense, pour sa future pratique, c'est des choses qui peuvent être hyper intéressantes aussi. On apprend à faire plein de choses. J'ai monté en qualité sur de la communication, sur de la relation publique ou des choses comme ça. Est-ce que j'aurais pu faire un live comme ça il y a 2-3 ans sans faire de l'associatif ? C'est même pas sûr, mais voilà, en communication, même en éloquence, en parlant à des gens, et ça apporte plein de choses qui sont top. Clairement, tous les deux, on dirait que vous avez fait ça toute votre vie, non ? C'est vachement intéressant. Enfin, je veux dire, parler en live, c'est l'éloquence, vous maîtrisez, quoi, et c'est important, je trouve aussi, comme compétence à maîtriser. Il y avait cette question de Éolienne 1965 qui demande: c'est quoi votre meilleur souvenir associatif ? Alors, Claire, peut-être, pour commencer ? Donc, on va commencer par moi, le temps que Kyrian y cherche, parce que du coup, comme j'en ai pas beaucoup, ça sera plus rapide à trouver. En vrai, au départ, je me suis dit les réunions de bureau, parce qu'on se retrouve tous ensemble et que c'est le moment où on peut vraiment avancer dans l'assaut. Mais je crois que mon meilleur souvenir, ça a été mon premier groupe de travail sur l'hôpital des Nounours. Parce que, donc, du coup, un groupe de travail, c'est des étudiants qui se réunissent pour discuter de comment on peut faire avancer le projet. Et j'avais peur que ce projet, il plaise, mais que les gens ne souhaitent pas s'y investir. Et j'avais eu une quinzaine d'étudiants, donc de chaque asso différente. Donc c'était quand même pas mal, vu que c'est que des assos locales et comme ils étaient là pour s'exprimer, moi ça m'a fait vraiment chaud au cœur, et on a pu avancer sur le projet comme jamais j'aurais pu imaginer, et voir autant de personnes investies autant que moi pour ce projet, ça m'a fait vraiment, c'était vraiment mon meilleur souvenir, et j'en reparle encore, donc voilà, c'est que c'était celui-là. Ouais, super. Et Kyrian ? Je sais pas si en vrai j'ai des idées, mais avec la période Covid du coup de mon mandat au local, c'est vrai que un très bon souvenir, c'est d'avoir pu faire l'assemblée générale du coup de fin de mandat quand on les a rendus, et de retrouver un peu tous les gens en amphithéâtre, parce que du coup de se dire que on a fait un mandat un peu en distanciel où on a continué à faire des choses, mais c'est compliqué quand on s'engage dans l'asso, on se dit qu'on va rencontrer du monde, qu'on va pouvoir faire des choses pour les étudiants en concret et les voir, et que là on a fait que des choses un peu en distanciel. On a continué à faire des choses mais un peu en distanciel, donc c'est vrai que cette assemblée générale où et puis c'est un peu la fin aussi du mandat, du coup tout le monde se remercie, tout le monde fait le point sur tout ce qu'il a pu vivre et faire, donc c'est vrai que c'est un très bon souvenir. Et puis là, si je peux m'en permettre deux, c'est un peu l'accomplissement d'un projet aussi qui est arrivé cette année, et notamment avec l'enquête santé mentale, où du coup c'est beaucoup de travail de rédaction, de réunion avec les différents syndicats, et du coup on a fait cette révélation de l'enquête santé mentale dans une salle à l'Assemblée nationale où il y avait notamment des députés,
de la presse, donc voilà, on a pu avoir Le Monde, France TV, France 2, etc., où il y a Olivier Véran qui est venu parler, et du coup, où j'ai pu prendre la parole devant l'Assemblée pour faire des propositions, enfin, pour montrer nos propositions pour améliorer la santé mentale des étudiants en médecine. Et c'est un accomplissement du travail qui a été fait en amont. Du coup, c'est vrai que c'est assez beau de pouvoir faire ça. Ah bah justement, il y a une question pour toi, Kyrian. Alors, c'est Chiara Bretel, pas Chiara, pardon. Chiara, excuse-moi pour ton prénom. Qui demande, est-ce que ce n'est pas frustrant d'être confronté à la lenteur des ministères quand on veut faire bouger les choses? Justement, parce que tu parlais des ministères. Ok, merci Chiara. Enfin, je sais pas si je dois dire merci pour cette question. Ce sera pas regardé par les ministères, j'espère. Normalement, ils sont pas là. Non, c'est compliqué parce que on a toujours envie que ça avance vite, et puis en plus, on se dit qu'on a des solutions, mais on n'a pas les cartes entre les mains. C'est pas nous qui avons les clés pour changer les choses réellement, et que sur plein de sujets, en fait, les ministères nous considèrent entre guillemets, mais on n'est que là de façon consultative. C'est là le grand débat aussi. On va pas parler de réforme, mais que ce soit sur la réforme, sur la santé mentale, s'ils ont malheureusement pas envie de nous écouter, ils nous écoutent pas et ils le font quand même. Et on a un poids qui reste limité, même si on peut montrer notre désaccord, on peut faire par exemple des grèves, des mouvements de grève comme ça, mais il faut que ça soit très suivi pour avoir un poids qui puisse leur faire changer d'avis. Donc c'est vrai que c'est compliqué de se dire que c'est des choses qui sont très administratives et qui sont pas forcément de leur ressort tout le temps, mais qu'il faut que ça passe par des textes, par des commissions, et que, c'est frustrant en fait. C'est clairement le mot. Des fois c'est très frustrant de se dire qu'on peut faire des choses, qu'on a les clés, on peut même leur donner les choses à faire, et qu'ils sont pas capables ou que ça se fait pas. Eh ben oui, j'imagine que ça doit être frustrant, mais Alex BG du 75 dit, et je suis d'accord avec lui, ça donne envie de faire bouger les choses, mais c'est vrai que vous, le fait que vous bougiez, je pense que ça peut inspirer aussi des gens qui sont plus timides, ou peut-être on connaisse moins tous ces engagements, donc c'est important que vous soyez là aussi pour montrer que c'est possible en fait de s'engager. Donc c'est pour ça que j'étais content de vous inviter. Alors il y a une question de Phébus qui est intéressante, mais je vais vous laisser un peu de temps pour y réfléchir, parce qu'elle n'est pas simple à répondre. Phébus demande, votre projet rêvé, si vous aviez des moyens illimités, ça serait quoi? Donc je vous laisse un petit peu y réfléchir, parce que j'imagine que c'est pas simple comme question, et je vais en profiter pour faire la pub pour l'émission suivante, et après je reviens vers vous. Juste pour vous dire que la semaine prochaine, on reçoit quelqu'un aussi que j'estime beaucoup. C'est Frix, c'est une autrice qui a sorti ce livre, cette BD, ce roman graphique, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, qui est absolument extraordinaire. Enfin, moi, j'ai surkiffé ce livre. Il faut absolument, si vous avez l'occasion de le lire, ça s'appelle Autopsie des échos dans ma tête. Et Frix raconte en fait son parcours de patiente psychiatrisée. Alors, c'est très critique sur le pouvoir médical et notamment sur la psychiatrie, mais ce sera intéressant d'en parler avec elle. Et les dessins sont magnifiques parce qu'elle dessine des animaux et tout. Enfin, c'est génial ce qu'elle fait. Et donc, elle a accepté la semaine prochaine, je ne sais pas encore quel jour, mais elle a dit qu'elle était OK. Donc, voilà, soyez au rendez-vous parce qu'elle est exceptionnelle, Frix. Alors, du coup, je vous ai laissé un peu de temps pour réfléchir à tous les deux. Claire, peut-être, ou Kyrian, qui veut commencer? Peu m'importe. T'as ton idée ou pas? Allez, j'y vais. Allez, Kyrian. Comme ça, si on avait le même projet, au moins, je suis sûr que tu me le voleras. Non, c'est sur un sujet commun en plus, parce que du coup, là, on a parlé de santé mentale, de violences sexistes et sexuelles, mais il y a un autre sujet, du coup, qui me tient pas mal à cœur, c'est tout ce qui est... Non, tu voulais parler de ça, Claire? Non. Je peux te laisser... Non, j'y parle. J'ai d'autres idées, t'inquiète, vas-y. Ok, c'est tout ce qui est éducation à la sexualité. J'ai fait un peu un travail quand j'étais en deuxième année, où j'ai écrit un mémoire du coup sur la masturbation notamment, et que aujourd'hui, il y en a. Moi, c'est mon point de vue, et pour beaucoup de personnes, c'est encore trop tabou dans la société, tout ce qui est sexualité, et que souvent malheureusement. Les jeunes élèves ont une vision assez faussée de la sexualité parce que personne ne leur en parle, et en fait il n'y a pas les moyens non plus dans les écoles, dans les établissements d'avoir des heures de cours qui soient dédiées à cette éducation à la sexualité, alors que c'est inscrit par la loi et que on devrait avoir dans notre cursus 36 heures dédiées à l'éducation à la sexualité, mais c'est pas fait. Et c'est dommage parce que du coup après par exemple on va s'informer sur internet assez facilement en allant regardant par exemple de la pornographie ou des choses comme ça, et que la pornographie représente pas forcément en fait ce qu'est la vraie sexualité, et que aussi l'autre projet c'est du coup de réussir à avoir ces cours d'éducation à la sexualité et qui soient orientés non pas que vers le négatif, ou quand on parle souvent en cours de sexualité, c'est souvent
pour la contraception, les MST, les maladies, le sida, pour tout ce qui peut être grossesse non désirée, IVG, et qui est une vision assez négative de la sexualité en général, alors que si on demande à une majorité des personnes pourquoi ils pratiquent la sexualité, c'est avant tout, je pense, pour le plaisir, pour le partage, pour la relation avec autrui, avec ses partenaires, et du coup d'avoir une vision un peu nouvelle sur la sexualité et de montrer que voilà, il y a plein de choses qui sont possibles, faut respecter des règles, ça peut être quelque chose de dangereux tout de même, mais voilà, donc il y a plein de choses à faire sur le consentement, l'égalité homme-femme et l'éducation à la sexualité. Et donc si j'avais plein de moyens, des profs, des heures de cours, tout, on mettrait ça en place partout et on respecterait la loi. Ah bah, c'est un beau projet. Docteur Laptop confirme, parler de genre, d'orientation sexuelle, de consentement, c'est ce que tu disais, ouais, ce serait un beau projet. Alors Claire, toi, si tu avais 50 millions d'euros, que ferais-tu ? C'est triché parce que je vais prendre un projet que j'ai un peu, mais si j'avais autant d'argent que je voulais et que tous les moyens et l'investissement de tout le monde, parce que c'est pas tant l'argent qui manque, mais l'investissement des gens, je pense que j'améliorerais l'hôpital des nounours, mais pour l'ouvrir à beaucoup plus d'enfants, mais pas juste les enfants en école primaire et maternelle dont on parle tout le temps, mais j'aimerais beaucoup l'ouvrir aux autres enfants qui sont en situation de handicap, parce que c'est ceux qui sont beaucoup plus confrontés à l'hôpital. Les enfants qui sont hospitalisés, en fait, pourraient eux-mêmes venir à l'hôpital des nounours parce que ça a un effet qui est vraiment bénéfique. Et pour ça, il faut de l'argent, il faut des moyens, il faut de l'investissement de beaucoup de gens. Et c'est quelque chose qui, du coup, a beaucoup plus de difficultés à se mettre en place qu'on ne l'imagine. Donc ça, ce serait vraiment le projet que j'aimerais faire parce que, bon, je travaille dessus, donc j'ai forcément la tête dedans, donc c'est surtout à ça que je pense, mais ça pourrait être génial en fait. Et ça formerait aussi énormément d'étudiants parce qu'actuellement, nous, étudiants, on n'est pas formés à ce genre de thématique. On ne sait pas comment aborder un enfant ou même un adulte en situation de handicap en fait. Donc forcément, on ne sait pas comment nous, professionnels, se comporter et donc l'impact qu'on peut avoir. Et je pense qu'en fait, à la limite, ça irait de pair avec le fait d'améliorer la formation des étudiants sur ces prises en charge-là. Parce que là, on est clairement en situation de crise. Sur ça, on n'est vraiment pas formé là-dessus. C'est catastrophique. Eh ben super, écoute, on souhaite que tu sois entendu, alors peut-être pas dans cette émission-là, mais peut-être que il y aura des financements, alors peut-être pas 50 millions, mais au moins des financements qui permettront d'accomplir cet élargissement de l'hôpital des nounours, qui est déjà un gros projet, je trouve, assez incroyable, mais de le pousser encore plus loin, je trouve que ce serait un beau projet. Alors on finit par une dernière question de Alex BG du 75 qui demande: est-ce que vous auriez un conseil si on est étudiant en médecine? J'imagine que tu es étudiant en médecine, Alex BG du 75. Si on veut contribuer, mais sans forcément se lancer dans une association, ce qui peut faire peur, des fois, se dire je vais avoir un poste avec un titre et tout. Alors, je ne sais pas si Claire ou Kyrian, tu aurais une réponse pour Alex du BG du 75. Peut-être tous les deux, vous pouvez répondre. Je peux commencer. Du coup, pour t'engager déjà dans l'associatif, t'es pas obligé de rentrer directement dans une association. Il y a plein d'événements, entre guillemets, que ce soit de solidarité, qui peuvent être organisés par des associations, où en fait ils cherchent juste des bénévoles ou des personnes qui ont du temps à donner pour organiser. Ça peut être pour faire des collectes, pour monter le matériel, pour accueillir les gens. Dans plein de choses. Et après, s'il y a des sujets qui touchent plus particulièrement, si c'est la santé, si c'est la psychologie, si c'est les enfants ou les choses comme ça, et tu regardes les associations qui peuvent parler un peu de ces sujets-là. Et puis, tu peux devenir bénévole sans forcément entrer dans l'association. Il y a plein de personnes qui cherchent sur des événements à avoir un petit coup de pouce, un petit coup de main, parce que le plus souvent, c'est le temps ou les personnes, en tout cas, qui manquent pour réussir à monter les projets. Donc, n'hésite pas à te rapprocher, j'ai envie de te dire, des associations. Si tu es étudiant d'une association étudiante, tu peux t'en rapprocher. Et puis, il y a plein d'autres associations qui ne sont pas forcément étudiantes, mais qui accueillent des étudiants ou peu importe quel citoyen lambda peut faire des choses pour ça. Donc, n'hésite pas à être bénévole sans être forcément dans un poste d'association. Très bien. Chiara Bretel qui dit bravo à vous pour tout votre travail. Vive les ISS. J'ai un trou, c'est quoi ISS? C'est Innovation sanitaire et sociale, c'est notre pôle à Claire et moi. Ah, pardon, je savais pas.
Ouh, la boulette. Non, je savais pas que c'était ISS. Excuse-moi. Il y a pas de souci. Et Claire, peut-être pour l'engagement des étudiants, pour la question pardon de Alex BG du 75, par exemple l'hôpital du Nounours, si moi j'ai envie de participer, qu'est-ce que je peux faire? En tant qu'étudiant, il suffit juste de se rapprocher, oui, de l'association qui l'organise parce que c'est généralement les organisateurs qu'il faut contacter pour être bénévole, mais Kyrian a bien raison. Peu importe le thème, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui peut, le thème qui est attractif, que la personne souhaite aborder, il y a forcément une association, sans forcément en faire partie, qui peut accepter de l'aide de volontaires. Et puis, c'est vrai que sans se lancer dans une association, c'est sûr que quand il y a une association, c'est tout de suite plus facile parce que pour créer un projet, il faut des financements et pour recevoir de l'argent, il faut avoir quelque chose de concret. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup d'associations pour beaucoup de projets, mais sans s'y investir en tant que membre du bureau. Ce que nous on appelle les petites mains, c'est tous les bénévoles qui aident à plus petite échelle, donc sans toute cette contrainte de temps, parce que être dans une asso c'est chronophage, qui peuvent s'investir à leur échelle autant qu'ils veulent en fait. Donc oui, pour être bénévole de l'hôpital des Nounours, il suffit juste de se rapprocher de l'asso qui l'organise, donc des membres du bureau qui l'organisent, pour ensuite participer à l'échelle qu'ils veulent. Par exemple, en tant que nounoursologue, de toute façon, ça plaît toujours ce genre de choses. Donc voilà, il suffit de se rapprocher des gens qui organisent des projets en fait. Et pour créer les siens, c'est sûr que c'est plus facile d'avoir une asso par contre. Et Super. je pense Vas-y. en plus quelque chose, c'est que bah, si on n'a pas le temps ou si on ne peut pas forcément s'engager aussi bénévole, bah, il y a toujours des associations qui recherchent de l'argent, donc ça peut être des contributions financières aussi auprès des associations si on veut contribuer de sa manière sans forcément donner de son temps. Ça peut être en contribuant financièrement auprès d'associations qui portent des projets qui nous intéressent. Super. Et ben oui, mais c'est vrai, faut le rappeler que vous êtes étudiant en médecine et vous êtes bénévole, donc vous touchez pas d'argent et donc vous investissez de votre temps pour, comme tous les militants et comme tous les membres d'associations, mais c'est quand même du travail en fait et qui n'est pas rémunéré. Mais c'est quand même voilà important de le dire que vous faites tout ça avec votre cœur, quoi. Alors, peut-être on va terminer l'émission. Je vous laisse peut-être chacun réfléchir à un petit message là que vous voudrez passer, un message de conclusion. Moi, je voulais juste avant tout vous remercier infiniment tous les deux, Kyrian et Claire, d'avoir accepté un peu comme ça, sans savoir vraiment dans quoi vous mettiez les pieds, d'avoir accepté cette invitation. Vraiment infiniment merci. Merci à ceux qui nous écoutent et encore une fois, désolé pour le petit bug. Je vous remercie en tout cas d'être resté connecté et de ne pas être parti. Parce que voilà, il y a eu un petit problème de surchauffe. Promis, les prochaines fois, je vais essayer de réparer ça. Et puis je laisse le mot de la fin donc à Claire et Kyrian. Claire, peut-être un petit mot voilà, de conclusion. Bah alors déjà, merci de nous avoir invités et de nous avoir donné une tribune sur laquelle s'exprimer. C'est vraiment chouette de pouvoir partager nos expériences et de partager aussi celles de tous les étudiants et de montrer que les étudiants ne sont pas juste des étudiants qui bachotent sur leurs livres et qui... je suis pas sûre que ce soit français la façon dont je l'ai dit, hein, mais qui bossent beaucoup... qui bossent beaucoup et qui ne font que ça et qui sont pas juste des rats de bibliothèque, mais des gens qui, du tout début, je pense, de leur cursus étudiant en santé, s'impliquent en fait pour certaines causes qu'ils choisissent eux-mêmes. Et je pense que c'est bien que tout le monde puisse en entendre parler un petit peu. Donc merci de nous avoir invités pour qu'on puisse parler de ça. C'est un thème qui, moi, me touche particulièrement, donc j'ai été ravie d'être là. Donc merci beaucoup. Merci. Kyrian. Je vais refaire les mêmes remerciements, mais merci beaucoup. Ouais, c'est top d'avoir fait cette émission, de pouvoir parler de nos sujets aussi, c'est intéressant, et de pouvoir les partager, c'est top aussi pour nous. Message de fin, qu'est-ce que je pourrais dire, vu que le sujet c'était quand même l'engagement, engagez-vous auprès des associations quand on a besoin, donnez de votre temps. C'est toujours déjà des belles choses, et puis surtout on sous-estime ce que ça peut nous apporter personnellement, et au final, peu importe l'engagement qu'on ait, on ressort toujours un peu plus grandi, où on apprend des choses qu'on n'apprendrait pas en fait autrement. Du coup, n'hésitez pas à le faire. Si sur le sujet de la santé mentale aussi, n'hésitez pas aussi à prendre des nouvelles de vos proches, peu importe qu'ils soient étudiants en médecine ou non. Demandez-leur si ça va, parlez-leur, et puis essayez de transmettre
des bonnes ondes aux personnes. Dites-leur que quand ils font des choses bien, ça fait toujours du bien de recevoir un merci ou un petit compliment quand on a fait quelque chose. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis ça fait de mal à personne de faire un compliment et ça fait énormément de bien d'en recevoir. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir écouté. Et puis sinon, l'ANEMF reste disponible à toutes vos questions. Donc si même nous, vous voulez nous contacter, Kyrian ou Claire, enfin Claire ou Kyrian sur les réseaux sociaux, par l'ANEMF, etc., n'hésitez pas. Et puis voilà, on vous remercie énormément. Et puis merci Julien d'avoir organisé ça et félicitations pour cette chaîne. Très bien, merci à tous ceux qui nous suivent. Comme tu as dit, Kyrian, l'ANEMF, c'est sur Instagram, Facebook, TikTok, je sais pas, peut-être pas encore. Mais en tout cas, il y a tous les réseaux si vous voulez suivre les actions de l'ANEMF. Il y a plein de choses que vous publiez et c'est vachement bien. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis. Et on se dit à la semaine prochaine, je compte sur vous. Suivez-nous sur les réseaux je vous dirai exactement le jour. Normalement, ce sera mercredi prochain, mais à confirmer. Merci encore, Kyrian et Claire, et à bientôt. Au revoir.